Dernier point d'information de la journée. Bonsoir à tous, les titres de ce journal. Dans cette édition, nous irons au parc des expositions dans la commune de Port-Bouët. Le président de la République et son épouse ont effectué une visite au SILA, Salon international du livre d'Abidjan. Le couple présidentiel a également pris part à cette cérémonie d'hommage à Béchir Ben Yamed, fondateur de Jeune Afrique, premier hebdomadaire panafricain indépendant, décédé le 3 mai 2021. Le Premier ministre est à Kigali au Rwanda. Robert Begré-Mondé y séjourne dans le cadre du CEO Forum. Avec lui, plusieurs autres autorités africaines. Une occasion pour le chef du gouvernement ivoirien d'expliquer les opportunités et les avantages d'investir dans le secteur privé de Côte d'Ivoire. Les détails de nos envoyés spéciaux dans quelques instants. Les hommages au chef de l'État se poursuivent après la région des Grands Ponts. C'est au tour du district de Savane d'exprimer sa gratitude au président de la République pour toutes ses actions de développement depuis son accession à la magistrature suprême. Merci de votre attention, démarrant par la lecture de ce télégramme du chef de l'État Alassane Ouattara à son Excellence le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Monsieur le Président et chers frères, votre élection en qualité de président de la République du Tchad lors du scrutin du 6 mai 2024 m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, nos vives et chaleureuses félicitations. J'y joins des vœux ardents de parfaite santé et de plein succès, de même que ceux de paix, de prospérité et de progrès continu pour le peuple frère du Tchad. Je saisis cette heureuse occasion pour vous renouveler ma totale disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement et à la diversification des relations historiques d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays pour le bien-être de nos peuples respectifs. Haute et fraternelle considération, signée Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara était l'invité surprise du Salon international du livre d'Abidjan. Accompagné de Dominique Ouattara, son épouse, le chef de l'État a pris part à la cérémonie d'hommage à Béchir Ben Yamed, fondateur du journal Jeune Afrique, premier hebdomadaire panafricain indépendant, décédé le 3 mai 2021 à l'âge de 93 ans. Je vous propose le compte-rendu de Viviane Haïma. Le Salon international du livre d'Abidjan a accueilli dans l'après-midi de ce jeudi 16 mai la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, puis le président de la République, Alassane Ouattara, qui devait arriver un peu plus tard. Sous la conduite de la ministre de la Culture et de la Francophonie, présidente du Salon, Françoise Remarque, la première dame de Côte d'Ivoire a visité les différents stands des sociétés d'édition participantes à ce salon international. Le Kenya, pays invité d'honneur de ce salon qui enregistre la présence autant des éditeurs ivoiriens que ceux de plusieurs pays africains et même d'Europe. Le livre outil pédagogique par excellence, la première dame de Côte d'Ivoire a donné l'exemple en achetant pour 2 millions de francs de livres destinés à divers dons, et en particulier pour l'éveil, la formation et l'éducation des plus petits. Arrivé un peu plus tard, le président de la République Alassane Ouattara a visité à son tour l'exposition avant de prendre part avec son épouse à la cérémonie hommage à un géant de la presse, Béchir Ben Yamed, fondateur depuis 1961 du premier journal panafricain indépendant, Jeune Afrique. Béchir Ben Yamed, décédé le 3 mai 2021 à l'âge de 93 ans des suites de la Covid-19. À cet hommage voulu par sa veuve, Danielle Ben Yamed, le président de la République Alassane Ouattara, ami de longue date du défunt, et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, se sont joints. Plusieurs témoignages sur l'homme, sur le journaliste d'exception qu'a été Béchir Ben Yamed, sur l'œuvre qu'il a bâtie et qu'il laisse à la postérité, ont été évoqués. Un baobab s'est couché, mais son œuvre est éternelle. Aujourd'hui, alors que nous nous rassemblons pour lui rendre un hommage amplement mérité, nous nous souvenons de son héritage précieux, de son courage face aux défis, de sa persévérance dans la quête de la vérité et de son amour pour l'Afrique et ses peuples. Je souhaite profondément que son exemple continue d'inspirer les générations futures. Et dans ce sens, je suis heureuse que des étudiants aient été conviés à cette cérémonie qui est aussi celle de la transmission qui lui tenait à cœur.
D'une plume érudite et vive, il épinglait l'actualité africaine, l'analysait et l'interprétait avec autorité, rigueur et dans une grande liberté d'esprit. Son exploit majeur résida dans sa capacité à préserver l'indépendance éditoriale de son journal, souvent menacé par des tentatives d'étouffement ou de subornation. L'une des forces de Béchir, c'est qu'il a été un témoin privilégié de son siècle. En effet, il a connu les grands leaders des années 60, Félix Houphouët-Boigny, Kwame Nkrumah. Il a su obtenir et conserver la confiance de certains d'entre eux, dont le président Senghor dont il a été longtemps le confident. Mais le président Alassane Ouattara est incontestablement celui avec lequel il a entretenu pendant 40 ans une longue amitié fraternelle dont eux seuls savaient tous les secrets, à l'exception bien sûr de leurs épouses, Mme Dominique Ouattara et Daniel Ben-Yamed. Ils se sont connus quand le président Ouattara était conseiller spécial du gouverneur de la BCEAO à Dakar. Je crois deviner pourquoi une telle amitié a résisté autant. C'est tout simplement le respect qu'ils se vouaient l'un l'autre. Mais il y a d'autres raisons certainement. Respectueux de la liberté de la presse, le président Alassane Ouattara n'a jamais cherché à influer sur la ligne éditoriale de Jeune Afrique. Le point d'intensité de cet hommage a été l'importante annonce faite par sa veuve, Daniel Ben-Yamed. Aujourd'hui, je voudrais vous annoncer que nous posons la première pierre du prix Béchir Ben-Yamed que nous avons toujours voulu créer depuis sa mort pour qu'il continue à vivre à travers d'autres journalistes qui seront récompensés par ce prix pour la qualité de leur... Ce prix va être annuel. Nous allons avoir un comité de jurés. Béchir Ben-Yamed, toujours vivant, à travers ce prix qui vient l'immortaliser. Robert Begré-Mambé au pays des 1000 collines. Le Premier ministre ivoirien et 3 autres chefs de gouvernement prennent part à un panel de haut niveau, une plateforme portant sur la création d'un environnement des affaires de classe mondiale, occasion pour le représentant ivoirien d'expliquer le bon environnement des affaires marqué par un partenariat avec le secteur privé en Côte d'Ivoire. Nos envoyés spéciaux, Franck Wadio et Adama Kéré. S'il y a des choses à corriger, on peut les corriger. Créer un environnement des affaires de classe mondiale ou comment implémenter positivement sa stratégie de gouvernance publique au bénéfice des populations. 4 pays représentés au haut niveau partagent leurs expériences. La Côte d'Ivoire, la République de Guinée, le Rwanda et Sao Tomé, principaux animateurs de ce panel. Des réformes d'abord, du point de vue juridique, on a revu beaucoup de textes légaux, y compris même le code des investissements. Et on voulait que ce code soit vraiment favorable aux investisseurs rwandais et étrangers. Et ce que le Rwanda préconise et met en place n'est pas très différent de ce que nous préconisons. Il faut, c'est avoir de la constance dans les réformes, le courage politique, et il faut s'inscrire dans la durée. Pour sa part, Robert Begré-Mambé précise l'intérêt croissant de son gouvernement pour le renforcement du partenariat public-privé. Cadre de ce que nous appelons le plan national de développement 2021-2025, nous avons réussi à faire mobiliser près de 54% des investissements que nous attendions du secteur privé. Pour ce qui concerne la perspective de 2030, le rôle du secteur privé sera renforcé. Nous comptons mettre sur le marché au moins 8 millions d'emplois et donner la capacité au secteur privé d'instaurer son dynamisme et de conduire à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Question cruciale, la zone de libre-échange et le décryptage de l'impact du dispositif sur la coopération régionale. Les intervenants notent leur satisfaction. Le Premier ministre ivoirien suggère cependant quelques paradigmes novateurs. La première condition, c'est la compétitivité de nos industries et de notre économie, pour que nos produits
qui seront exposés, qui seront mis sur le marché, soient des produits attractifs. La deuxième condition, c'est la communication entre les différents pays. Donc, il nous faut développer les infrastructures routières et les infrastructures de communication aérienne. Ensuite, l'autre des conditions, c'est la convergence des critères de nos économies. Si nous avons une trop grande disparité dans nos économies, la zone de libre-échange ne va pas permettre aux Africains de tirer le bénéfice auquel nous expose cette possibilité qui nous est largement offerte par la nature. Les premiers ministres Uriba de la République de Guinée, Edouard Ngirente du Rwanda, Patrick Emery Trovoada de Sao Tomé et Principe et Robert Begremambé ont aussi abordé les questions des agences de notation puis les perspectives d'ici à 10 ans. Un passage réussi et l'exercice initié par Africa Media Group sera certainement réédité au prochain Africa CEO Forum. Depuis ce jeudi, date d'ouverture de ces assises de haut niveau, ce sont plus de 2000 investisseurs et décideurs qui ont séjourné à Kigali, la capitale rwandaise. Le CEO Forum, véritable plateforme de rencontres stratégiques où se discute l'avenir de l'Afrique avec ses nombreux défis. Le président rwandais, Paul Kagame, était accompagné de ses homologues du Mozambique et du Kenya, ainsi que du Premier ministre Robert Begremambé, représentant le président de la République Alassane Ouattara lors de la clôture de cette 11e édition. La question du positionnement du secteur privé comme moteur du financement des politiques de développement était au cœur des échanges. Retour en Côte d'Ivoire. Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, a participé à la cérémonie de lancement du programme d'assistance aux victimes des inondations dans la ville de Kong. Ce projet concerne 10 régions administratives de Côte d'Ivoire. Il est mené par le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, avec l'appui du PAM, le Programme alimentaire mondial et la CEDEAO. Les détails avec Kader Sogodogo. C'est la ville historique de Kong qui accueille le lancement du projet Assistance aux victimes des inondations en Côte d'Ivoire. C'est un programme du gouvernement ivoirien soutenu par le Programme alimentaire mondial et financé par la CEDEAO à travers sa direction humanitaire et sociale. Ce sont au total 200 millions de francs CFA qui sont ainsi injectés pour soutenir toutes ces familles victimes d'inondations dans 10 localités de la Côte d'Ivoire. Ce don s'élève à 331 857 $, soit plus de 200 millions. Cette subvention permettra sans nul doute d'aider la résilience des ménages sinistrés, ciblée à 3 585 ménages, ce qui revient à 17 925 personnes, à raison de 5 personnes par ménage. C'est au maire de Kong, Bété Abdraman Timoko, qui est revenu la lourde tâche de remercier le gouvernement pour son engagement sans faille aux côtés des populations pour assurer leur bien-être. Madame la ministre de la Cohésion nationale et de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, au nom de toute la population de Kong, et particulièrement en celui des sinistrés, je vous prie de transmettre notre profonde et infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour son leadership et sa bienveillance envers les populations. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, saisit cette occasion pour sensibiliser la population à s'éloigner des zones à risque. Je voudrais, en tant que président du conseil régional, revenir encore pour dire à mes parents de faire très attention. Évitons de mourir pour le simple fait de ne pas vouloir quitter un habitat à risque. Cette activité s'est achevée par la remise symbolique de vivres aux populations. Les dons ont été remis par la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Les populations de Kong sont également concernées par cet hommage des cadres du district des Savanes, tous mobilisés pour le succès de cette reconnaissance au président de la République et pour la réussite totale de l'événement. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a rencontré ce vendredi le Conseil des sages du RHDP de Korogo. Objectif, expliquer le bien fondé de cette cérémonie. Mama Traoré, Lamine Ramé. Faire d'une pierre deux coups. Venu faire connaissance avec le nouveau bureau du Conseil des sages RHDP de Korogo, présidé par Yeo Fosson, Amadou Koulibaly profite de l'occasion pour lancer un message
celui d'inviter ses anciens à se rendre massivement au stade Amadou Gon Coulibaly pour le meeting d'hommage des populations du district des Savanes au président Alassane Ouattara, prévu ce samedi 18 mai. Ici, il n'est pas besoin de revenir sur tous les bienfaits, sur toutes les actions, sur tous les actes de cohésion, de stabilité, de construction de la paix que le chef de l'État a posé. Chaque citoyen ici, à commencer par ces sages qui ont assisté au premier pas du président de la République en politique. Il n'est pas besoin de revenir sur tous ces bienfaits et c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ont tous adhéré à cet hommage et ils nous ont garanti qu'ils seront tous mobilisés donc demain au stade Amadou Gon Coulibaly pour magnifier le chef de l'État pour tous ses bienfaits. Amadou Coulibaly était l'émissaire du président du comité d'organisation de l'événement, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Le district des Savanes reconnaissant Alassane Ouattara pour ses grands chantiers de développement, le chef de l'État ivoirien sera célébré ce samedi par les régions formant ce district. Sur place, nos envoyés spéciaux ont recueilli les avis des habitants de la cité du Poro, un hommage mérité selon eux. Le rond-point central de Korogo donne le ton. Deux géantes affiches annoncent la tenue d'un meeting d'hommage au président de la République Alassane Ouattara ce samedi 18 mai au stade Amadou Gon Coulibaly. Les régions du Poro, de la Bagou et du Tchologo, formant le district des Savanes, décident de témoigner leur reconnaissance au chef de l'État, celui dont la gouvernance aura permis aux localités du district des Savanes de connaître des progrès ces dernières années. Pour preuve, des travaux sont actuellement en cours pour doter Korogo d'un boulevard de traversée en 2 fois 2 voies. L'histoire retient également que la cité du Poro était l'une des villes hôtes de la récente Coupe d'Afrique des Nations de football organisée en Côte d'Ivoire. Je vais aller au stade par rapport à ce qui s'est passé à Korogo ici. Là. Vraiment, il a bien rangé Korogo. Korogo est zo comme ça. Partout où tu rentres là, non, c'est propre. Moi, ici, je fais. Quand tu prends la route seulement, non, tu es content. Ouais. Et puis, il y a la lumière partout. Korogo a vraiment changé. Il y a plein de choses, quand on est né, on n'avait pas vu. On avait vu les bitumages un peu coupés. La route était rouge. Tu ne pouvais même pas porter blanc pour faire la journée avec. Mais au temps d'aujourd'hui, vraiment, tout est bitumé. Et puis aussi, tu rentres même dans un petit campement où il y a 2-3 cabanes, il y a la lumière. Moi, je suis fait le président parce qu'il travaille beaucoup. Il fait le goudron, c'est nous ici. Et puis il est mis courant. Voilà, donc c'est dans ça, moi j'ai fait beaucoup. Waouh, ce qu'il a fait, il a fait tellement de choses, je ne sais pas par quoi commencer. Bon, en tout cas, quand vous voyez même Korogo, déjà même là, le développement qu'il y a eu à Korogo, d'abord, il y a de quoi le remercier. Et puis quand vous rentrez, il y a le stade, il y a les voies, il y a le courant. Même dans toutes les petites localités aujourd'hui, là, il n'y a pas... Comme près de 98 de petits villages à courant, hein. Donc tout le monde est satisfait de ces actions. Il y a la canne qui a pu quand même regrouper tout le monde. Et puis quand vous regardez le 4e pont là même, là, ça couvre tout encore. L'appel à la mobilisation des élus et cadres trouve un écho favorable auprès des populations du district des Savanes. Le stade Amadou Gon Coulibaly lui semble déjà prêt pour accueillir les milliers de personnes attendues. Les organisateurs ont même prévu des écrans géants et des sièges hors du stade. Question de permettre à tous les manifestants de vivre ce moment historique. La Côte d'Ivoire renforce ses liens de coopération avec le Libéria. 6 nouveaux accords ont été signés ce vendredi, accords paraphés par les ministres des Affaires étrangères des 2 pays à l'issue de la 7e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-libérienne, rencontre tenue les 16 et 17 mai à Abidjan. Le reportage complet de Michel Digré dans nos prochaines éditions. Dans le même domaine, l'axe Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau sur les rails, en toile de fond, la jeunesse des 2 pays. Ce jeudi 16 mai, au plateau Alar Tourbé, Mamadou Touré et Augusto Gomez, les ministres des 2 pays en charge de la jeunesse, ont signé un accord de coopération. Objectif, partager les expériences sur des programmes en faveur des jeunes. Reportage. Une poignée de main qui scelle le protocole d'accord cadre et de coopération signé quelques minutes plus tôt. Le ministre Mamadou Touré, en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle
et du service civique et son homologue bissau-guinéen Augusto Gomez s'engagent à coopérer sur les problématiques communes à la jeunesse des deux pays. Monsieur le ministre, l'accord de coopération de ce jour marque donc le début d'une nouvelle ère de partenariat dynamique et fécond entre nos deux pays dans le domaine de la promotion de la jeunesse. En unissant nos efforts et partageant nos expériences, nous sommes convaincus que nous serons en mesure de créer des opportunités nouvelles pour nos jeunes, de les accompagner dans leur épanouissement personnel et professionnel et de leur offrir les moyens nécessaires pour devenir des acteurs du changement et de la prospérité de nos pays. Ensemble, travaillons donc main dans la main pour élaborer des politiques innovantes. Les stratégies que la Côte d'Ivoire a et qui a développé depuis des années ici nous a inspirés, nous a interpellés. Et nous sommes de la vision que la coopération entre nous, frères, si on le met en valeur, si on fait la mutualisation, si on fait le doublage là où il est nécessaire, on peut aller rapide, on peut être dans le concret, on peut développer rapidement. Et c'est ce que nous cherchons avec la Côte d'Ivoire. Rappelons que le programme jeunesse du gouvernement dans sa phase 2 vise à impacter plus d'1 470 000 jeunes et à construire ou réhabiliter 142 infrastructures de jeunesse pour plus de 438 milliards de francs CFA. De quoi inspirer la Guinée-Bissau qui pourrait dupliquer ce type de programme. Un commentaire de Didier Nguessan. Parlons environnement. Jacques Assaoré, ministre de tutelle, a ouvert hier jeudi un atelier de réflexion sur la relance du décret d'interdiction des sachets plastiques. Pris en 2013 par la Côte d'Ivoire, ce décret semble rencontrer quelques difficultés dans son application, lesquelles, comment parvenir à faire appliquer ce texte réglementaire, leur point sur les résolutions de cette rencontre avec Michel Mambo, Sogotogo. La mise en œuvre des mesures de répression, la création d'une police environnementale, l'accent sur le recyclage et l'économie circulaire, au nombre des 21 résolutions issues de cet atelier de concertation et de réflexion. En toile de fond, la relance de l'application du décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques. Ce texte constitue la voie d'entrée de l'action gouvernementale concernant la problématique de la lutte contre la pollution plastique. Malheureusement, ce texte s'est heurté à divers obstacles, rendant presque impossible sa mise en œuvre. Dans un tel contexte, nous devons faire face à nos responsabilités et prendre ensemble des mesures appropriées pour rendre applicable ce texte. 11 ans après ce décret pris par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la pollution, rien n'est fait. Ces agents pollueurs sont plus que jamais présents dans le quotidien des populations. Conséquence, pollution aggravée de l'environnement. Jacques Assaoré, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, veut y mettre un terme. Les acteurs du secteur sont donc mis à contribution. Il est question de trouver des pistes de solutions. Il ne s'agit pas de différer l'application, mais c'est de voir quelles sont les contraintes et ensemble prendre les mesures qui s'imposent pour que ce décret soit appliqué. L'une des mesures, c'est l'éco-contribution. Les privés s'organisent pour créer des structures chargées de collecter le plastique et de les recycler. Il y a la responsabilité élargie du producteur qui impose à chaque producteur d'un article ou d'un produit de prendre en charge le cycle de vie de ce produit jusqu'à sa destination finale. Et je voudrais inviter la population à adhérer à ce décret, lancer un appel à leur sens républicain pour que ce décret soit appliqué. Et nous allons faire en sorte qu'il soit appliqué. Notons que la Côte d'Ivoire produit chaque année entre 40 000 et 100 millions de tonnes de déchets plastiques. Seulement 5 à 20% sont recyclés. L'actualité culturelle en Côte d'Ivoire est dominée par le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Traoré Salif, dit Assalfo, commissaire général de ce grand rendez-vous, était sur le plateau du 20h. Je vous propose un extrait de ces échanges avec Marie-Laure Ngoran.
Le thème que nous avons choisi, parler de la santé mentale des jeunes, ça peut manquer d'élégance, ça peut être quelque chose... On dit les jeunes, est-ce que ce n'est pas juste l'entrepreneuriat, parler d'emploi? On parlait positif, mais là aussi, c'est vraiment un message qu'on voulait lancer parce qu'on a trouvé que ces jeunes-là, souvent, ont besoin d'être écoutés, ont besoin d'être entendus. Et puis, il fallait mettre fin à ce tabou-là et puis discuter avec les jeunes. Donc, on fait aujourd'hui des activités. Excusez-moi, j'ai pris de la crève, hein. Aujourd'hui, on mène des activités qui permettent aux jeunes de rencontrer des experts, de partager leur expérience. Il y a même une cellule psychologique qui a été ouverte au sein de l'INJS pour prendre en charge ceux, par exemple, qui ne se sentaient pas écoutés ou qui ont des problèmes mais qui n'arrivent pas à les extérioriser, qui viennent, qui s'expliquent. Et je crois que ça ne désemplit pas. Et c'est bon, ça veut dire que cette jeunesse attendait ça. Et ce genre de sujets sont des sujets qui peuvent être débattus qu'à travers des événements comme le FEMUA, qui réunit les jeunes, qui divertit, mais qui en même temps met un accent sur des problématiques comme celui de la santé mentale des jeunes. Là où il faut interpeller la jeunesse, c'est sur l'abus ou la consommation des substances qui sont toxiques. Merci beaucoup, Assalfa. Alors, depuis l'édition précédente, le FEMUA se délocalise. Oui. Vous serez à Feke-Sédougou pour la clôture. Pourquoi le choix de Feke? On a voulu aussi faire un clin d'œil à ces villes-là qu'on appelle des petites villes, mais qui ne sont pas pourtant des petites villes, hein, et qui ont envie aussi de vivre cette ambiance. Donc, pour nous, aller à Feke, c'est faire vivre aussi tout le département, la région du Tologo. Hein. Oui. C'est Yemi Alade qui va clore le FEMUA cette année. Et ça sera à Feke-Sédougou. Donc c'est un événement inédit. On part avec une pléiade d'artistes, que ce soit Fior Debio, Tamsir, Gadji Seli, Afou Keïta. C'est vraiment une belle brochette d'artistes qui va aller égayer toutes ces populations. Donc c'est toute la région du Tchologo qui est invitée à prendre part à cette grande fête, à cette grande messe du FEMUA. Vous pouvez suivre sur l'ensemble de nos supports la deuxième grande soirée artistique qui se tient en ce moment même sur la grande scène de l'INJS. Toujours en culture, la ville de Bouaké vit au rythme du reggae. En témoigne la diversité des scènes reggae et des festivals. La région compte aussi des centaines de reggaeman qui se produisent régulièrement dans des espaces dédiés. Comment se porte ce genre musical dans la cité du Bouaké, qui en sont les principaux promoteurs et animateurs? Votre dossier vide ici tente d'y répondre. Le reggae, genre musical né en Jamaïque dans les années 1960. Musique associée au rastafarisme, mouvement de résistance culturelle des Noirs qui prône à la base le retour vers une identité africaine. Son credo, le peace and love. Les cimarrons sont, mesdames et messieurs, pour une Afrique libre, pour une Afrique épanouie, pour une Afrique fraternelle. Écoute! Le reggae est né, ça vous le savez, donc, dans les ghettos de Kingston. Les faiseurs de reggae dans le temps revendiquaient donc cette africanité, fiers d'être africains. La Côte d'Ivoire a été bien arrosée par la vague montante de ce genre musical venu des îles caribéennes d'Amérique du Nord. Abidjan est considéré comme la troisième capitale du reggae après Kingston et Londres. Le pays foisonne de grands maîtres. Bouaké, capitale de la région du Béké, constitue un des fiefs du reggae made in Côte d'Ivoire. Chaque année, la ville vibre au rythme du grand festival. Le Boubalo Festival est à sa deuxième édition. Il réunit près de 3000 festivaliers. J'ai grandi ici à Bouaké avec le reggae, beaucoup de reggae international, ivoirien. La place du reggae à Bouaké ou dans le Bouaké, à mon sens, a toujours été relativement prépondérante. Et à Bouaké, on aime vivre ensemble et où on a un esprit un peu bohémien, je dirais, le reggae a sa place. Le reggae est là, présent, toujours. À Bouaké, le Bouaké Reggae Festival représente une des tribunes les plus dynamiques. Depuis 3 ans,
Abou Sanougou, initiateur, et ses équipes égayent les populations à travers des programmations riches et variées. Dans le Bouaké, c'est bon, il y a des artistes de talent. Les espaces reggae sont occupés ici à Bouaké, à travers donc les tests, les messages qui sont véhiculés. Ici à Bouaké, le reggae se vend bien, le reggae se comporte bien. Et nous sommes satisfaits en tout cas de la production de nos jeunes frères que nous avons invités et que nous avons eu l'occasion également de suivre dans les différents espaces de la commune de Bouaké. Aujourd'hui, le Bouaké Reggae Festival vient d'avoir 3 ans. Nous nous projetons déjà vers la 4e édition. Nous avons réussi notre pari, qui était donc de rassembler les filles et fils du Bouaké. Des scènes animées par des artistes nationaux et internationaux des renom, pour le grand bonheur des mélomanes. Le reggae que d'autres prennent pour une musique des petits voyous, alors que moi je trouve que c'est une musique de la paix, de la sagesse, et c'est vraiment une musique bien posée. Moi, je suis un fan de reggae, donc quand il y a des événements comme ça qui se passent à Bouaké, en tout cas, ça nous réjouit beaucoup. C'est encore en train de prendre de l'ampleur parce que c'était en train de disparaître un peu. Quand ces événements se passent dans notre commune comme ça, je crois que le reggae va naître un peu à Bouaké encore. Le reggae à Bouaké renaît après une période creuse. Dans cet élan, les artistes se tiennent à la disposition des autorités de la ville afin de véhiculer le message de paix et de cohésion. Nous avons besoin de nous mettre ensemble en tant que jeunes de Bouaké. Nous avons besoin d'être unis et en plus de cela, nous avons besoin d'accompagnement. Tant qu'on aura besoin de messages salvateurs, tant qu'on aura besoin de messages éducatifs, tant qu'on aura besoin de sensibiliser, de toucher le cœur de nos populations, on aura besoin de reggae parce que c'est une musique qui est au service du développement. Un appel aux autorités de Bouaké de soutenir la musique reggae. Car la musique reggae dédie les langues. La musique reggae construit, elle bénit, elle élève, elle éduque. En plus de 50 ans de vie, le reggae a conquis le cœur de millions de mélomanes dans le monde. Avec comme chef de file Bob Marley, sa superstar, célébré tous les 11 mai, date anniversaire de son décès, survenu en 1981. 43 ans aujourd'hui, que la flamme du reggae reste allumée à travers l'hommage mondial consacré à cette figure iconique. En Côte d'Ivoire, les têtes d'affiche ont pour nom Alpha Blondy et Tikenja. Aux côtés de ces ténors, une longue liste de reggaeman ivoiriens talentueux au nom desquels Spyro, Kajim, Ras Goody Brown, Black Moja, Ras Genki et bien d'autres qui ont commencé ou qui évoluent à Bouaké, la cité de Bouaké. Donne ta voix pour une réconciliation vraie. Ce dossier vous a été proposé par Jean-Yves Zadi et Soro Corona. Nous vous lisons à présent un communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le lundi 20 mai 2024, lundi de Pentecôte, est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. À l'international, Ousmane Sonko, Premier ministre sénégalais, affiche clairement sa volonté de redéfinir les relations entre son pays et la France, relations qu'il qualifie d'inégales, un souhait évoqué ce jeudi lors d'une conférence qu'il co-animait à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec Jean-Luc Mélenchon, l'opposant français de gauche radicale, en visite professionnelle depuis le mercredi 15 mai au pays de la Teranga. Le chef du gouvernement sénégalais prône un rapport basé sur la justice, le dialogue et le respect mutuel, soulignant que les questions sécuritaires ont été également abordées, notamment sur l'avenir des bases militaires françaises implantées au Sénégal et dans plusieurs pays africains. Et pour terminer, le président français a félicité ce 17 mai le nouveau chef d'État tchadien, Mahamat Idriss Déby, pour sa victoire à la présidentielle suite aux résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron salue l'engagement démocratique du peuple tchadien qui s'est mobilisé dans le calme le jour du scrutin. Il invite également les acteurs politiques à poursuivre leurs échanges dans un esprit de cohésion nationale pour faire face aux défis du pays. Pour rappel, le président Mahamat Idriss Déby remporte ce scrutin avec 61% des voix après 3 ans de transition.
C'est la fin de ce journal. Merci de vous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.